Dans les profondeurs infinies de l'océan, la mort est une présence constante, comme la marée qui ne s'arrête jamais, emportant la vie sans prévenir. Sous ces eaux implacables, la vie a un prix très élevé. Les animaux ne vieillissent pas paisiblement et ne connaissent pas de longues périodes de paix. Certains naissent et, en quelques heures, sont déjà dévorés. L'océan ne connaît pas de répit. Sa pression augmente inexorablement avec la profondeur. Sa température peut chuter jusqu'à des niveaux mortels et son silence cache les chasseurs les plus impitoyables de la planète. Les grands requins blancs, les calmars géants et les raies mantas font preuve d'une cruauté implacable. Ils traquent, acculent, dévorent et anéantissent sans pitié. Mais parmi tous ces chasseurs, il y en a un qui surpasse de loin les autres, l'orque. Sa taille énorme, ses mâchoires capables de briser les os et la vitesse explosive de sa nageoire caudale en font un chasseur presque imbattable. Mais les orques ne se limitent pas à leur force physique. Ce sont des stratèges, des architectes de la peur. Dotés d'un cerveau extrêmement développé pour un mammifère marin, ils coordonnent leurs mouvements en silence, avec une précision qui transforme la chasse en art. Cette intelligence et cette adaptabilité leur ont permis de conquérir tous les océans du monde. Ils peuplent tout, des eaux glacées de l'Arctique aux récifs chauds du Pacifique, des côtes sauvages de l'Amérique du Sud aux glaces éternelles de l'Antarctique. Cette large répartition se reflète dans une diversité remarquable. Il existe plus de 10 sous-types d'orques, chacun avec un style de chasse adapté à son environnement et à ses proies locales. Certains se spécialisent dans la chasse aux requins, d'autres dans la pêche en banc. Et les plus dangereux s'attaquent aux mammifères marins. Plus qu'un simple animal, l'orque est une véritable civilisation marine. Avec leur culture, leur dialecte et leurs coutumes transmis de génération en génération, ils partagent tous un principe fondamental, une chasse d'une efficacité absolue. Dans un océan vaste et diversifié, chaque groupe d'orques incarne une histoire unique d'adaptation et de maîtrise. Parmi eux, la lignée résidente du Pacifique Nord-Est se distingue par sa tradition et sa précision de chasse. Dans ces eaux froides, où les courants transportent des bancs de saumons entre des îles accidentées et des forêts de conifères qui bordent la mer, ce prédateur, à la présence indéniable, se déplace avec la sérénité de quelqu'un qui contrôle son environnement. Elle n'est pas une chasseuse opportuniste, mais une stratège de lignée, fruit de générations de perfectionnement de la technique, de l'ordre et de la communication. Leur territoire s'étend le long de la côte ouest du Canada et des États-Unis, des eaux au large de l'île de Vancouver jusqu'au Puget Sound. Là où le saumon Kinat rythme la vie marine, ces orques forment des clans matrilinéaires d'une stabilité remarquable. Chaque individu appartient à une structure sociale solide où la femme la plus âgée guide, enseigne et décide des itinéraires de voyage. C'est une lignée ininterrompue, un nom de famille préservé de génération en génération. À première vue, son corps est éblouissant. Sa peau noire et blanche n'est pas seulement esthétique. C'est une armure visuelle sculptée par l'évolution. Les flancs blancs, l'ovale clair au-dessus de l'œil, la tache ventrale. Tout répond à une logique de camouflage disruptif. Vu d'en bas, son ventre blanc se fond dans la lumière du ciel. Vu d'en haut, son dos sombre se fond dans l'ombre du fond marin. Ainsi, même avec un corps de plus de 8 mètres de long, il peut disparaître dans les eaux vertes du détroit. Mais ce qui vous fascine avant tout, c'est sa peau, une surface lisse et brillante, comme polie par la mer elle-même. Cette texture parfaite minimise les frottements avec l'eau. Couche après couche, les cellules épidermiques génèrent un bouclier hydrodynamique qui lui permet d'atteindre des vitesses de plus de 60 km/h sans perdre sa stabilité. Chaque mouvement est chirurgical, chaque virage anticipé par une musculature prodigieuse et une queue d'une puissance dévastatrice. D'une seule impulsion, ce muscle plat et robuste peut la propulser telle une torpille, briser des os d'un coup de fouet ou changer de direction en une fraction de seconde. Et pourtant, malgré son existence aquatique, quelque chose trahit ses véritables origines. Toutes les quelques minutes, l'orque brise la surface d'un souffle puissant.
L'eau jaillit en colonne et le bruit est inimitable. C'est une respiration. Car ce n'est pas un poisson, il n'a pas de branchies. Au plus profond de son anatomie, le thorax abrite des poumons et non des chambres d'échange branchiales. C'est pourquoi il doit remonter à la surface toutes les 5 minutes pour chercher de l'oxygène. C'est la mémoire corporelle d'un passé très lointain. Il y a 50 millions d'années, les ancêtres de l'orque marchèrent sur Terre. C'étaient des mammifères quadrupèdes, ressemblant à de petits cerfs, avec des pattes fines et un nez allongé. Mais lorsque le climat changea et que les mers s'ouvrirent, certains d'entre eux retournèrent à l'océan. Au fil des millénaires, leurs pattes postérieures s'atrophièrent, leur corps s'allongea, leur queue se transforma en nageoires propulsives et leurs narines migrèrent vers le sommet de leur crâne, devenant ainsi les vents. Le résultat est ce prédateur parfait, une créature qui réunit le meilleur des mondes terrestres et marins, et cela se voit sur tout son corps. Contrairement au poisson, l'orque n'a pas d'écailles, sa peau est lisse, nue, recouverte d'une épaisse couche de graisse sous-cutanée. Contrairement à de nombreux poissons, l'orque n'a pas de vessie natatoire. Elle ne dépend pas de poches de gaz pour maintenir sa flottabilité car son contrôle de la profondeur est entièrement musculaire. Elle ajuste sa position grâce à de subtiles impulsions de sa nageoire caudale et à des changements d'angle avec ses nageoires pectorales. Cette absence, loin d'être un inconvénient, lui permet de manœuvrer avec une précision impossible pour un poisson flottant. Chaque partie de leur anatomie est façonnée par l'océan. Même leurs sens ont été affinés pour cet environnement. Son système auditif est hautement spécialisé pour capter les sons dont la propagation des ondes est différente de celle de l'air. Protégé dans le crâne, il peut détecter les signaux avec une précision étonnante, même à plusieurs kilomètres de distance, perçant le bruit constant de l'océan. Au-delà de l'audition passive, l'orque possède un outil encore plus sophistiqué, l'écholocation. En émettant une série de clics et d'impulsions sonores qui se propagent dans l'eau, ces machines de chasse établissent une carte acoustique de leur environnement immédiat. Lorsque ces sons rebondissent sur des objets, des rochers ou des proies, ils reviennent sous forme d'échos que l'orque interprète avec une grande précision. Cette capacité lui permet de détecter la forme, la taille, la distance et le mouvement de son environnement, même dans les eaux sombres ou troubles où la vision est inutile. Grâce à l'écholocation, il peut suivre ses proies, éviter les obstacles et se coordonner avec les autres membres de son groupe dans les manœuvres de chasse. Dans l'immensité et la complexité de l'océan, ce type de vision sonore constitue un avantage décisif qui transforme l'orque en un prédateur exceptionnellement efficace et adaptable. Mais de tous ces attributs spéciaux que possède l'orque, la chose la plus surprenante se trouve à l'intérieur, son cerveau. Les orques possèdent un néocortex dont la complexité rivalise avec celle des grands primates. Cette région du cerveau, qui chez l'homme régule la mémoire, le langage, le raisonnement et l'empathie, est très développée chez les orques. Ils communiquent par des vocalisations uniques qui varient selon les clans et transmettent également des comportements culturels, des stratégies de chasse, des itinéraires de migration et des formes complexes d'interaction sociale. Ils n'apprennent pas par pur instinct, comme les requins qui répètent leurs attaques dès la naissance, ou comme les poissons qui fuient en masse à la moindre ombre. Ils apprennent par l'observation et, plus surprenant encore, ils se souviennent. Ils sont capables d'identifier des schémas, d'associer des sons à des objets et de prendre des décisions en groupe. Ils coordonnent leurs attaques, assignent des tâches et adaptent leur comportement à l'environnement ou à la résistance de leur proie. Leurs mouvements sont délibérés, leur trajectoire est mémorisée et l'apprentissage circule constamment entre les générations. Une femelle âgée peut se souvenir de l'emplacement d'un banc de saumon qui ne suit pas un itinéraire fixe et dont l'apparence dépend des saisons, des courants et des conditions qui changent au fil des ans. Malgré tout, il guide tout le groupe vers ce but avec une précision étonnante. Il transmet non seulement une direction, mais aussi une stratégie, un timing précis et un comportement que la progéniture observe et reproduit. À l'intérieur de son crâne, poli par des millions d'années d'évolution, se trouvent des plis et des circonvolutions qui rivalisent avec la complexité du cerveau humain. Ce tissu cérébral n'est ni un excès ni un luxe évolutif.
Il a donné à l'orque quelque chose qu'aucune créature marine écailleuse ne peut même commencer à saisir, la capacité de former une culture. Un héritage qui naît de chaque expérience et se transmet de génération en génération. Grâce à des dialectes spécifiques, des comportements hérités et des coutumes partagées, les orques apprennent, s'adaptent et transmettent leurs connaissances. Cette connaissance collective se reflète dans chaque groupe d'orques résidents qui possède son propre répertoire acoustique, un ensemble de vocalisations uniques utilisées à la fois pour communiquer et pour s'identifier en tant que famille. Les jeunes enfants apprennent ces vocalisations dès leur plus jeune âge, en répétant les syllabes comme un nourrisson imite la parole humaine. Parmi eux, on trouve des hiérarchies, des lignées matriarcales, des individus qui assument le rôle de soignants et d'autres qui deviennent des chefs de chasse. C'est pourquoi les orques n'ont pas besoin de recourir à une violence insensée, car elles ne chassent pas par instinct aveugle. Elles chassent parce qu'elles comprennent quand, comment et pourquoi le faire. Comparé aux grands requins blancs, dont le cerveau se limite à détecter et à réagir aux stimuli, l'orque agit avec anticipation. Un requin n'apprend pas de sa proie, contrairement à l'orque. Un poisson osseux ne peut pas non plus se coordonner avec d'autres pour encercler une cible, feindre une retraite ou simuler une diversion. Cette différence radicale trouve son origine dans le néocortex, une structure cérébrale qui permet à l'orque de prendre des décisions stratégiques et planifiées, plutôt que des réponses automatiques. Dans les eaux froides du nord-ouest du Pacifique, un petit marsouin de dalle rapide se déplace avec la confiance de son espèce. Habituée à vivre en groupe et à disparaître au moindre signe de danger, elle est cette fois seule. Au début, il ne perçoit pas la menace latente qui approche. La mer l'entoure avec l'indifférence habituelle de ces eaux froides, mais bientôt, elle détecte des bulles silencieuses qui s'élèvent et des ondes acoustiques qui se répètent dans différentes directions. Sans réfléchir, il accélère. L'orque a commencé la poursuite sans se déplacer rapidement. Elle n'a pas encore besoin de vitesse. Il sent que la clé est de l'isoler, et pour ce faire, son groupe se disperse en éventail. On la suit par derrière. Un autre prend une large courbe pour bloquer son passage sur le flanc. Un troisième avance en contrebas, invisible, utilisant les échos de son sonar pour anticiper chaque mouvement. Il n'y a pas de chaos, pas de rugissement, pas de violence soudaine. Tout est calcul. Le marsouin change de direction. L'eau qui l'entoure s'épaissit, comme s'il était pris au piège. Une orque accélère sur le côté et lui coupe la route. Il ne le touche pas. Il le force simplement à tourner, une fois de plus. L'épuisement commence à s'installer dans ses muscles. C'est alors que l'orque de tête exécute le coup final. Pas de morsure, pas encore de croc. Juste une fente latérale parfaite, tête en bas, à une vitesse précisément calibrée. Le bruit de l'impact est étouffé, mais ferme. Côte brisée. Poumons affaissés. Le corps du marsouin tourne dans l'eau, bancal, mais il ne saigne pas. L'orque de tête penche la tête pour évaluer la situation. Rien ne presse. Ses compagnons, deux jeunes femelles et un veau qui observent à l'arrière, maintiennent leur position dans un demi-cercle parfait. Le leader avance ensuite, d'un mouvement fluide qui perturbe à peine l'eau. Sa mâchoire s'ouvre instantanément et, avec une précision chirurgicale, elle mord le flanc du marsouin, juste derrière sa tête. L'impact est net, un craquement sourd qui résonne sous l'eau. L'orque ne déchire pas, elle se contente de fixer l'extrémité. Le groupe se réunit. L'épaularde principal traîne le corps inerte du marsouin jusqu'à la surface, le tenant soigneusement entre ses mâchoires. Les deux autres femelles s'approchent, nageant en synchronisation. D'un mouvement délibéré, le leader déchire la graisse sous-cutanée du torse du marsouin, arrachant un morceau riche en énergie. Les orques nomades sont sélectives. La langue, douce et nourrissante, est extraite par l'une des plus jeunes femelles, qui utilise ses dents pour couper avec précision. Le veau encore inexpérimenté s'approche et reçoit un petit morceau de graisse du leader. Pendant qu'elle et une autre femelle consomment les parties les plus énergétiques, la troisième orque patrouille le périmètre avec son sonar scrutant l'environnement à la recherche d'éventuels opportunistes comme des requins attirés par l'odeur. Le corps partiellement dépouillé du marsouin commence à couler lentement, laissant une traînée de bulles qui se dissipe dans le courant. Le groupe des orques ne consomme pas la totalité du repas. Leur stratégie consiste à maximiser les nutriments sans gaspiller d'énergie. Les jeunes imitent les adultes, grignotent leur part, apprennent l'art de la chasse. Alors que la famille se regroupe,
Leur silhouette noire glisse sous la surface, disparaissant dans l'étreinte froide du nord-ouest du Pacifique en direction de leur prochaine chasse. Dans les profondeurs de l'océan, aucun prédateur ne s'approche de la conception mortelle de l'épaulard. Il n'impose pas le respect pour sa brutalité ni pour sa violence débridée. Il fait cela grâce à sa précision implacable. Le corps de l'orque est un outil sculpté par des millions d'années d'évolution. Muscles, fibres et os moulés dans un seul but, tuer sans marge d'erreur. Sa nageoire dorsale, qui chez les mâles peut dépasser 1,80 m de hauteur, n'est pas un insigne décoratif. Il fonctionne comme un stabilisateur central, un gouvernail naturel qui vous permet de maintenir votre cap lors de vos attaques, même à grande vitesse. Les nageoires pectorales larges et aplaties agissent comme des freins hydrauliques et des systèmes de rotation. Elles permettent au poisson de modifier sa trajectoire en cours de nage, manœuvrant tel un missile guidé dans l'eau. La poussée principale provient de sa puissante nageoire caudale qui se déplace verticalement comme les mammifères et non latéralement comme les poissons. C'est cette différence qui lui permet d'atteindre des vitesses de près de 60 km/h sur de courts trajets, un chiffre énorme compte tenu de sa masse. Les femelles peuvent peser plus de 3 tonnes, les mâles jusqu'à 6. Et pourtant, lorsqu'elles attaquent, l'eau devient une extension de leur corps. La mâchoire abrite près de 50 dents coniques, pointues et robustes, conçues pour percer, saisir et déchirer. Elles ne mâchent pas, elles n'en ont pas besoin. La conception est si efficace qu'une seule dent peut ouvrir la chair d'une otarie adulte sans la briser. Chaque dent mesure entre 7 et 10 cm. Derrière ces dents puissantes se cache l'estomac d'une capacité de plus de 100 kg de nourriture par jour. Pas seulement pour ses besoins énergétiques, pour sa stratégie métabolique. Une orque qui ne chasse pas pendant 24 heures entre dans un état de déficit énergétique dangereux. Cependant, la perfection a un prix. Un corps de cette taille, avec une telle demande énergétique, ne peut se permettre aucune erreur. L'orque a besoin de se nourrir quotidiennement avec des volumes de viande qui seraient inaccessibles chez d'autres espèces. La chasse n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Quelques heures de retard, une erreur de stratégie, un écart par rapport au banc de proie, et le résultat tend vers une détérioration physique. La concurrence est également présente 24 heures sur 24. Dans les eaux froides, les grands requins blancs peuvent devenir des obstacles mortels, surtout lorsqu'ils chassent dans les mêmes zones. Dans les eaux profondes, certains calmars géants, forts, musclés et résistants, peuvent blesser gravement un jeune orque ou une femelle affaiblie. Même parmi les orques, les tensions persistent. Des conflits de domination, des rivalités entre groupes résidents et itinérants, et des conflits territoriaux se règlent discrètement, en sous-main. La migration est également constante. Ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres en suivant d'anciennes routes océaniques, se déplaçant entre les eaux chaudes de reproduction et les zones froides d'alimentation. En chemin, ils perdent leurs petits, affrontent des tempêtes, des filets humains et des accidents auditifs causés par des sonars artificiels. Et malgré toutes ces exigences, ils conservent une marge pour l'inexplicable. Parfois, ils capturent des proies plus petites sans les tuer. Ils les tiennent dans leurs mâchoires, ils les relâchent, ils les poursuivent à nouveau, ils les rattrapent, ils le jettent en l'air avec une violence calculée pour ensuite répéter le processus. Aucune fin ne justifie un tel retard. Torturer une créature déjà vaincue est une erreur, ce n'est pas de la survie. C'est quelque chose de plus, un besoin de perfectionner la méthode, un entraînement peut-être, ou un signe d'intelligence qui confine à la cruauté. La vérité est que chez l'orque, comme chez peu d'autres animaux, la violence n'a pas toujours un objectif pratique. Mais ce ne sont pas seulement les orques qui sont cruels sous la mer. Ici-bas, entre ruisseaux glacés et ombres mouvantes, se joue une compétition qui peut être encore plus inquiétante. Pas à cause de sa taille, pas à cause de sa force, mais à cause de quelque chose de bien plus subtil, son intelligence. Le dauphin, cette figure que beaucoup associent au jeu et à l'harmonie, peut devenir à certains égards un rival encore plus inquiétant. Sous ce sourire apparent se cache un prédateur rusé et implacable, capable d'actes de violence que même les orques ne prennent pas le temps de planifier. Sa réputation publique le trahit, car au fond, ce cétacé partage plus avec ses semblables meurtriers que son apparence ne le laisse penser.
Comme les orques, les dauphins sont des mammifères marins descendants d'animaux terrestres. Tous deux ont évolué à partir d'ancêtres ongulés, probablement semblables aux hippopotames modernes, qui ont entamé un retour irréversible vers l'océan il y a plus de 50 millions d'années. Les archives fossiles montrent des stades de transition fascinants. Des animaux avec des membres intermédiaires entre les nageoires et les jambes, des crânes encore adaptés à la terre ferme, mais avec des yeux qui commençaient à voir sous l'eau. L'adaptation a été si profonde qu'aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ni les dauphins, ni les orques ne foulent plus la terre ferme. Ce sont des créatures intimement liées à la mer qui ont repoussé leurs limites pour la maîtriser. Les deux partagent des caractéristiques structurelles similaires, des corps profilés, une peau glabre, des poumons capables de résister à une immersion prolongée et un système d'écholocation qui leur permet de naviguer, de chasser et de communiquer avec une précision qui défie l'obscurité des profondeurs. Mais contrairement à la croyance populaire, les dauphins ne se limitent pas à des sauts synchronisés ou à des poursuites en groupe. Ils adoptent également des comportements qui, observés de l'extérieur, semblent presque théâtraux ou cruels. Il arrive que des groupes de dauphins jouent avec des poissons globes. Non pas pour se nourrir, mais comme s'ils jouaient avec une boule de mer. Ils le font circuler, le poussent avec leur museau, le maintiennent à flot, puis le relâchent à nouveau. Le poisson se gonfle, se contracte et se tortille au milieu du groupe, tandis que les dauphins continuent de jouer. Certains scientifiques pensent que ce comportement pourrait avoir un objectif encore plus inquiétant, une légère intoxication. Les toxines libérées par le poisson globe lorsqu'il se sent menacé peuvent induire une légère désorientation neurologique, et les dauphins, loin de l'éviter, semblent rechercher cet effet, pour le répéter, pour en profiter. D'autres observations, moins connues mais documentées, révèlent des comportements encore plus sinistres. On les a vus harceler les jeunes d'autres espèces marines, perturber les naissances ou même attaquer simplement pour dominer, sans avoir besoin de nourriture. Contrairement à de nombreux autres prédateurs, les dauphins semblent faire la distinction entre tuer par nécessité et pour autre chose. Ce sont des chasseurs polyvalents. Ils se nourrissent de poissons, de calmars et, dans certaines régions, même d'oiseaux marins. Leurs techniques varient selon la population, mais certaines stratégies sont vraiment élaborées. Ils encerclent les bancs de poissons en groupes parfaitement organisés, créant des bulles pour les isoler et attaquant à tour de rôle. Ou encore, ils coordonnent leurs attaques pour repousser leurs proies à la surface, où toute fuite devient quasiment impossible. La coopération n'est pas seulement un outil, c'est un art. Et pourtant, cette capacité même à travailler ensemble en fait une cible. Car même parmi les chasseurs intelligents, il existe des hiérarchies. En pleine mer, un groupe d'orques résidents a détecté le mouvement. Ils glissent sous les vagues, presque sans effort. L'un d'eux s'éloigne du groupe, se retourne silencieusement et se positionne sous le banc de poissons où les dauphins se nourrissaient. La scène ne dure que quelques secondes. L'orque émerge à la vitesse de l'impact, lance un coup de queue qui sépare l'un des dauphins du groupe, l'isolant. Le dauphin tente de s'échapper. Il tourne, monte et descend. Mais l'orque, beaucoup plus grande, le suit d'une manœuvre fluide. Aucune marge d'erreur. Finalement, il ne le dévore pas immédiatement. Il l'attrape. Il le lance en l'air. Il le récupère, il le relance. Le corps heurte l'eau avec un craquement sec. Un autre mouvement de queue le propulse encore plus loin. Le jeu a maintenant changé de main. En moins d'une minute, tout est terminé. Le groupe de dauphins s'est dispersé. Les orques se regroupent, leur proie désormais immobile. Dans l'océan, l'intelligence est un outil puissant. Orques et dauphins l'utilisent à des fins différentes, mais avec la même efficacité dévastatrice. Dans les eaux froides de l'océan austral, loin des rivages tempérés du Pacifique Nord-Est, les orques des îles Crozet habitent un environnement radicalement différent. Ces eaux subantarctiques, avec leurs courants froids et turbulents, façonnent un mode de vie unique, où chaque caractéristique de cet orque reflète la rudesse de l'environnement qui l'entoure. Contrairement à leurs cousins du Nord, ces orques présentent une anatomie et un comportement adaptés à un écosystème où la survie exige une précision extrême et une endurance redoutable. Orque de Crozet est légèrement plus grande que la moyenne de l'espèce, les mâles atteignant plus de 9 mètres de longueur.
Son corps est robuste et musclé, conçu pour faire face non seulement aux basses températures, mais aussi aux grandes proies qui abondent dans cette région. Les motifs de couleurs, bien que similaires dans leur contraste noir et blanc, présentent des variations subtiles qui aident à se camoufler parmi les ombres et l'écume qui recouvrent ces eaux glacées, donnant à chaque individu un design unique qui le rend facile à identifier au sein du groupe. Chez cette espèce, les yeux relativement petits sont protégés par des plis dermiques qui minimisent l'entrée d'eau et aident à résister au froid intense. Le besoin de remonter à la surface pour respirer toutes les quelques minutes demeure, mais leur système respiratoire est spécialement adapté pour minimiser les pertes de chaleur et optimiser les échanges gazeux dans des conditions extrêmes. Le régime alimentaire de ces orques diffère sensiblement de celui de leurs homologues du Pacifique Nord-Est. Leur régime alimentaire principal comprend de jeunes éléphants de mer, des manchots et de gros poissons comme le merlu et la morue. La capture de ces animaux nécessite des tactiques de chasse raffinées et une étroite collaboration entre les membres du groupe. Il est courant d'observer des manœuvres où des groupes coordonnés utilisent la force et la stratégie pour séparer un éléphant de mer de son groupe ou pour pousser un pingouin vers le rivage, où l'orque peut plus facilement le capturer. Cette coopération sociale dans la chasse repose sur des formes complexes de communication, incluant des clics, des sifflements et des appels qui varient selon le contexte et la proie ciblée, démontrant une sophistication qui va au-delà du simple instinct. Aux îles Crozet, les groupes sociaux maintiennent une structure hiérarchique claire, centrée sur les femelles adultes. Elles dominent non par la taille ou la force, mais par l'expérience. Les matriarches accumulent des décennies de mémoire écologique. Elles ont traversé suffisamment d'hivers pour enregistrer les rythmes cachés de la mer dans leur corps et leur esprit. Elles reconnaissent les cycles irréguliers des courants, les variations subtiles de la température de l'eau et les migrations anormales de certaines espèces. Elles se souviennent précisément du moment où un banc de poissons s'est éloigné de son cours habituel ou lorsqu'une zone est devenue infertile en raison de la présence de concurrents. Cette connaissance n'est ni inscrite ni codée dans les gènes. Elle se transmet par l'observation et la répétition. C'est une carte mentale de l'océan formée au fil des années d'expérience directe. Et dans un environnement où la nourriture n'est pas garantie, cette mémoire peut guider le groupe vers le saumon lorsque les autres ont déjà abandonné ou éviter une zone où les proies se font rares avant que la faim ne le confirme. La communication vocale joue un rôle fondamental dans la cohésion du groupe, avec des dialectes uniques qui différencient ces orques des autres populations mondiales. Ces sons servent non seulement à coordonner la chasse, mais aussi à maintenir les liens sociaux et à transmettre des informations sur les territoires et les sources de nourriture. Cette adaptation sociale et communicative a permis à cette sous-espèce d'orque de prospérer dans un environnement où la compétition et le climat mettent à l'épreuve leur résilience et leur ruse au quotidien. Leur comportement reproducteur présente également des particularités avec des périodes de reproduction qui coïncident avec l'abondance saisonnière des proies, assurant ainsi de plus grandes chances de survie à leur progéniture. La migration, bien que moins étendue que chez d'autres populations, est marquée par des mouvements vers des eaux plus chaudes pendant les mois les plus froids, à la recherche de zones où la disponibilité de nourriture reste stable. Cette mobilité restreinte renforce la territorialité des groupes, faisant de la défense de l'espace et de la compétition pour les ressources des éléments constants de leur comportement. Si ces caractéristiques définissent le mode de vie des orques de Crozet, certains attributs physiques témoignent de leur capacité de prédation et feront l'objet d'une analyse détaillée dans la section suivante. La combinaison de force, de vitesse et d'adaptation morphologique fait de cet orque l'un des plus grands représentants de la violence et de l'efficacité dans l'océan austral. Dans les eaux entourant les îles Crozet, où les courants froids de l'océan austral convergent avec des vents intenses et une mer agitée, les orques sont confrontés à un environnement difficile. Ici, le climat rigoureux et les tempêtes fréquentes façonnent un écosystème dynamique, où la force du vent et la succession incessante de marées hautes et basses dictent une grande partie de la vie marine. Les vagues s'écrasent contre les rivages accidentés et l'eau sombre est constamment agitée, créant un scénario dans lequel la survie dépend d'une adaptation constante aux conditions changeantes.
Dans ce contexte, les orques doivent non seulement maîtriser la chasse, mais aussi relever le défi de naviguer dans une mer qui offre rarement la tranquillité. Le mouvement perpétuel des marées influence la disponibilité des proies et les tempêtes imposent des pauses forcées qui nécessitent résilience et flexibilité. Les eaux autour de Crozet sont un lieu de grande richesse biologique, mais aussi de compétition féroce, où la capacité d'anticipation et d'adaptation aux variations environnementales est cruciale. Les orques, en tant qu'espèce très sociale, utilisent une communication complexe qui est particulièrement pertinente dans cette région. Pendant la saison des amours, qui a généralement lieu pendant les mois les moins orageux, les individus émettent une série de signaux sonores et visuels pour attirer des partenaires compatibles. Ils émettent des séquences complexes de clics et de sifflements aux motifs uniques, répétés dans des tons dont la fréquence et la durée varient. Ces vocalisations fonctionnent comme une signature acoustique et certaines sont réservées exclusivement à la parade nuptiale. Parallèlement, ils effectuent des parades physiques, nages latérales, sauts verticaux, claquements de nageoires contre la surface et mouvements en spirale près de leur partenaire potentiel. Parfois, les mâles arquent leur corps, déploient leurs nageoires pectorales et se positionnent sous la femelle, flottant parallèlement à elle avec des mouvements synchronisés. Ces signes démontrent non seulement la santé et la force physique, mais communiquent également l'expérience, la coordination et la compatibilité culturelle, des qualités valorisées au sein des groupes sociaux d'orques. Bien que les mâles se disputent l'accès aux femelles, ils n'abandonnent pas complètement le groupe après la reproduction. Au contraire, une structure sociale cohésive est maintenue, où les jeunes reçoivent des soins prolongés, principalement de la mère, mais avec le soutien occasionnel d'autres membres du groupe. Cette structure favorise la survie des jeunes dans un environnement où une indépendance précoce constituerait un risque trop grand. Pour comprendre cela, il suffit d'observer le développement d'un bébé orque dès ses premières heures de vie. Après une gestation pouvant durer plus de 17 mois, un seul petit naît. Il mesure près de 2 mètres et pèse plus de 180 kilos. À la naissance, un bébé ne sait pas flotter, ni réguler sa température corporelle. C'est sa mère qui le pousse avec force à la surface pour qu'il puisse respirer pour la première fois. Dès lors, il ne la quittera plus pendant des mois. Le veau se nourrit de lait épais et riche en matière grasse, ce qui lui permet de prendre du poids rapidement et de développer sa première couche de protection thermique. Mais tout n'est pas physique. Chaque jour, elle observe, apprend et mémorise. Ses mouvements maladroits sont rythmés par sa mère qui la guide par de doux coups de coude et des détours. Il vous apprend à nager à contre-courant, à vous déplacer parmi les adultes, à interpréter les signaux. L'éducation des petits n'incombe pas uniquement à la mère. D'autres femelles du groupe, comme les sœurs, les tantes et les enfants plus âgés, jouent un rôle actif dans leur éducation. Ils l'accompagnent, la protègent et la stimulent même avec des jeux qui simulent des poursuites ou des mouvements de groupe. Cette structure matrilinéaire garantit une éducation partagée, où l'expérience des aînés est transmise sans violence ni isolement. Et parmi ces enseignements silencieux, il y en a un qui se démarque particulièrement, la chasse. Un jeune orque ne participe pas à la chasse avant l'âge de 8 ans. Avant cela, il observe. Il apprend les règles, les séquences et les cris. Il reconnaît les hiérarchies et répète les rôles. La patience fait partie du processus. Il n'y a pas d'urgence, il y a la formation. La parentalité est donc un processus collectif et durable, une caractéristique distinctive qui met en évidence la complexité sociale de ces orques. Mais même dans ces environnements reculés, l'isolement n'est pas absolu. L'influence humaine laisse également sa marque. L'interaction avec l'activité humaine sur ces îles éloignées est limitée, mais pas inexistante. La pêche locale, ciblant des espèces telles que la légine et d'autres poissons de fond, peut avoir un impact sur les sources de nourriture disponibles pour les orques. Cependant, contrairement à d'autres prédateurs marins, les orques ont un régime alimentaire flexible et un comportement adaptable qui leur permet d'exploiter différentes proies en fonction de leur disponibilité. La compétition avec d'autres espèces et la nécessité de voyager pour suivre les migrations de leurs proies font que ces orques parcourent de grandes distances, confrontés à des risques naturels et humains tels que les filets de pêche ou la pollution accidentelle.
Cette adaptation constante, tant aux conditions physiques de l'environnement qu'aux interactions avec les autres espèces et les humains, renforce la position des orques de Crozet en tant que prédateurs au sommet d'un écosystème complexe et exigeant. La continuité de leur lignée, associée à l'efficacité de leur stratégie sociale et reproductive, garantit que, malgré les défis auxquels elles sont confrontées dans leur routine quotidienne, ces orques restent l'un des prédateurs les plus redoutables des océans, tant dans leur comportement que dans les multiples formes et adaptations qu'elles ont développées. Mais cette variété de formes et de comportements ne se limite pas à leurs relations sociales. À travers les océans, les orques ont donné naissance à de multiples écotypes aux caractéristiques uniques, résultat de millions d'années d'évolution dans différents environnements et conditions. Cette diversité répond à un processus complexe de spécialisation qui a généré des différences surprenantes au sein d'un même genre. L'existence de tant d'espèces et de sous-espèces d'orques est le résultat d'un processus évolutif complexe, dans lequel l'adaptation à des environnements très différents a généré des variations notables entre les groupes. Ce phénomène est connu sous le nom de spéciation adaptative, où les populations d'une même espèce divergent et développent des traits particuliers qui optimisent leur survie dans des conditions spécifiques. Ainsi, non seulement leur taille et leur coloration peuvent varier, mais leurs habitudes de chasse le sont aussi. Dans les eaux tempérées du nord-ouest Pacifique, les orques résidentes affichent des comportements sociaux très cohérents, avec des groupes stables et des routines de chasse au saumon spécialisées. Contrairement à cette sous-espèce, les orques nomades, bien qu'elles partagent un territoire, s'organisent en groupes plus petits et chassent les mammifères marins en utilisant des techniques de chasse différentes. En revanche, les orques qui peuplent les côtes d'Amérique du Sud, notamment dans le sud du Chili et de l'Argentine, se distinguent par leur technique de chasse unique, l'échouage intentionnel. Ces orques s'approchent du rivage et plongent sur la plage pour capturer des phoques, utilisant leur connaissance du terrain et leur coordination pointue pour retourner à l'eau en toute sécurité. Cette spécialisation reflète une adaptation locale qui les distingue clairement des autres sous-types. Les variations s'étendent même à la physiologie. Certaines orques développent des nageoires dorsales plus grandes ou plus robustes en fonction des conditions environnementales et des besoins de thermorégulation. Ils peuvent également différer dans l'épaisseur et la composition de leur couche adipeuse sous-cutanée s'adaptant au climat froid ou tempéré. Ces différences ne sont pas superficielles. Elles reflètent des stratégies de survie profondes, fruits de générations entières façonnées par la pression environnementale. La dispersion quasi mondiale de ces cétacés démontre leur extraordinaire capacité à coloniser tout, des mers tropicales aux eaux glacées de l'Antarctique. Cette même étendue géographique n'implique cependant pas que toutes les populations soient égales ou qu'elles entretiennent des contacts génétiques fréquents. En revanche, de nombreuses orques restent isolées dans leurs écosystèmes particuliers, ce qui favorise la divergence et la spécialisation. Écotypes d'orques sont reconnus, chacun avec ses propres caractéristiques écologiques et comportementales. Certaines orques présentent des adaptations surprenantes aux environnements extrêmes, comme les populations antarctiques qui se spécialisent dans la chasse au krill, tandis que d'autres habitent les eaux tropicales et se nourrissent principalement de poissons. Ainsi, la diversité des orques est le reflet de leur histoire évolutive complexe et de leur interaction constante avec un monde marin dynamique et changeant. Chaque écotype représente un chapitre différent de l'histoire de ce prédateur marin, avec des adaptations qui lui permettent de maîtriser son environnement et de survivre dans des conditions que d'autres ne pourraient tout simplement pas supporter. La domination des orques dans les océans ne suit jamais un modèle unique. Alors que certains se regroupent en clans vocaux et chassent des bancs de poissons à travers une chorégraphie précise, d'autres choisissent une voie plus dangereuse, plus silencieuse et plus sélective. Et parmi ces derniers, il y en a un qui se distingue des autres, l'orque migrateur. Espace. Cet écotype habite les eaux froides du Pacifique Nord, en particulier au large des côtes de l'Alaska, de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington. Mais contrairement à ses parents résidents, il ne se nourrit pas de poissons. Son régime alimentaire est différent, plus petit, plus complexe, plus risqué. Les orques migrateurs se spécialisent dans la chasse aux mammifères marins, dauphins, phoques, otaries et même baleines juvéniles,
Tout animal qui respire et nage est une victime potentielle. Pour s'adapter à ce style de chasse, leur organisation sociale a également changé. Ils ne vivent plus en grands groupes stables. Ils ont tendance à former des unités plus petites, parfois temporaires. Et il n'est pas rare de voir des individus solitaires patrouiller silencieusement les eaux côtières. La discrétion fait partie de leur stratégie. Alors que les oiseaux résidents communiquent par des sons constants qui renforcent la cohésion du groupe, les oiseaux migrateurs minimisent leur vocalisation pendant la chasse. Ils savent que le moindre bruit peut alerter une proie. La différence entre la réussite et l'échec peut dépendre d'un simple clic sous l'eau. Certains chassent seuls, se déplaçant lentement, étudiant les falaises, les côtes rocheuses ou les zones où les bébés otaries se rassemblent sans protection. D'autres, en revanche, se regroupent pour effectuer des manœuvres coordonnées, observées dans des environnements aussi divers que l'Afrique du Sud et la côte californienne. Dans ces cas, le travail d'équipe révèle un niveau d'intelligence stratégique rarement observé chez les prédateurs marins. Certaines de ces actions ont été documentées en détail, ce qui nous permet de comprendre non seulement leur efficacité, mais aussi la logique tactique qui les sous-tend. Dans les eaux sud-africaines, 2 orques migrateurs patrouillent en couple. Ils identifient un grand requin blanc adulte. Au lieu de l'attaquer directement, ils l'observent, le contournent, puis s'en approchent par en dessous et le retournent sur le dos. Ils provoquent ainsi une paralysie appelée immobilité tonique. Une fois l'animal rendu sans défense, ils extraient son foie avec une précision extrême, laissant le reste du corps intact. La raison est purement biologique. Le foie du requin est un organe énorme, chargé de lipides, de vitamines et de nutriments à haute densité. Un seul foie de requin peut constituer une réserve d'énergie colossale, suffisante pour nourrir une orque adulte pendant plusieurs jours. C'est pourquoi le reste de la carcasse est ignoré. Il en va de même pour d'autres proies sélectives. Le cœur ou la langue des baleines plus petites, organes denses et riches en nutriments, sont également extraits avec la même habileté. Ce schéma se répète dans différents contextes. Au large des côtes de Californie du Nord, on a observé des migrateurs ignorant les grands bancs de poissons, se concentrant sur une seule proie mammifère, même si celle-ci est bien protégée ou présente un risque considérable. Ce n'est pas seulement une question d'opportunité, c'est un mode de vie. Les orques nomades ont également développé un usage particulier de la force. Parfois, elles ne tuent pas immédiatement. Elles harcèlent leurs victimes, les épuisant. Acculées, les proies tentent de s'échapper vers les eaux peu profondes, mais les orques les entraînent vers le large, les empêchant de trouver refuge. Dans ces rencontres, la violence n'est pas explosive, mais méthodique. Le groupe coopère sans faire de bruit, en appliquant une pression constante, toujours avec les mâchoires prêtes à porter le coup final. Chacune de ces stratégies requiert plus que de la force. Elle exige une capacité d'observation, d'apprentissage et d'adaptation qui touche directement votre biologie. Les orques migrateurs, comme toutes les orques, possèdent un néocortex développé, mais leur utilisation dans des environnements à haut risque suggère un raffinement comportemental encore plus prononcé. Ils prennent constamment des décisions, évaluent les itinéraires, analysent les défenses et communiquent par le biais de signaux minimaux. Ce n'est pas une chasse impulsive, c'est une exécution logique. Les différences avec les autres orques ne se limitent pas au comportement. Des études génétiques récentes ont révélé que les migrateurs sont suffisamment distincts pour que certains scientifiques proposent de les classer comme une sous-espèce distincte. Leur ADN présente des divergences évidentes, résultant d'un isolement reproductif prolongé et d'un mode de vie distinct. Même leurs schémas de vocalisation, lorsqu'ils sont enregistrés, ne sont pas reconnaissables par les autres orques. Leur monde est séparé et cette séparation se reflète également dans le type de connexion qu'ils établissent entre eux. Contrairement aux orques résidentes, chez qui les liens familiaux sont durables et étendus, les orques nomades ont tendance à entretenir des liens plus flexibles. Les partenariats peuvent durer des semaines ou des années, mais ils ne sont pas permanents. Il s'agit d'une structure sociale adaptée aux besoins de se déplacer constamment, de suivre des zones où les proies changent d'emplacement, où la nourriture est instable et où les opportunités ne se présentent qu'à certaines périodes de l'année. Ce qui rend l'orque nomade si unique, ce n'est pas seulement sa proie ou son territoire, c'est aussi le risque qu'elle est prête à prendre. C'est votre choix de chasser ce qui peut aussi mordre, ce qui peut aussi fuir, ce qui a aussi un cerveau, une stratégie et même une communauté.
C'est un jeu de chasseur contre chasseur, une guerre de tactique, et dans ce champ, l'orque de passage ne recule pas. L'air semble immobile au-dessus des côtes de l'Antarctique. Sous un ciel blanc, sans ombre ni horizon, des blocs de glace émergent comme des fragments d'une terre flottante. Les températures sont proches de zéro, mais l'activité cesse. Dans cette région de la mer de Ross, l'une des plus grandes concentrations de manchots adélie au monde se niche à quelques mètres de l'eau. Environ 250 000 spécimens sont rassemblés dans un but précis, se reproduire. Les colonies se forment sur le sol ferme, où les mâles ont construit des nids de pierre et attendent désormais l'arrivée des femelles. Cette dynamique est ancienne. Chaque couple alterne les rôles. Aujourd'hui, c'est au tour de la femelle. Tandis que le mâle garde l'œuf, elle doit partir en mer à la recherche de nourriture. Son chemin est prévisible, ses décisions ne le sont pas. Car si la mer leur offre de quoi se nourrir, elle cache aussi l'un des plus grands prédateurs de la planète. En arrivant au bord de la banquise, la femelle hésite un instant, puis il plonge. La température de l'eau dépasse à peine 0 degré, mais votre corps est adapté à une telle brutalité. Elle bat des ailes avec vigueur, pourchassant les petits bancs de poissons et de krill dispersés dans les courants glacés. La surface disparaît derrière elle, et pendant plusieurs minutes, elle plonge dans le silence liquide qui règne dans ses profondeurs. Mais quelque chose change. Les particules en suspension, qui flottaient sans but, commencent à se déplacer dans une seule direction. Le courant est modifié. Des profondeurs, un voile d'obscurité se déplace avec un silence mortel. Il n'y a pas de bruit, pas de bulle, juste une forme qui avance sans effort. L'orque glisse vers le haut depuis une couche plus profonde, émergeant lentement de l'obscurité. Son corps, long de plus de 6 mètres, est presque imperceptible depuis la surface. Son motif noir et blanc, loin de le trahir, le camoufle parfaitement dans les jeux d'ombre et de lumière sous les banquises. Le pingouin ne la voit pas. Il poursuit sa recherche, entouré d'un monde qui semble statique. Ce n'est que lorsqu'il se tourne vers son flanc droit qu'il remarque quelque chose qui ne va pas. Une ombre plus sombre que l'arrière-plan, un mouvement extraterrestre. Il bat violemment des ailes, essayant de s'échapper vers la surface. Mais l'orque est trop proche. Avec un mouvement minimal de sa nageoire caudale, l'orque change d'angle et accélère. Il peut atteindre jusqu'à 56 km/h sous l'eau, une vitesse impossible pour sa proie. L'espace entre eux se réduit en quelques secondes. Le manchot zigzague, tournoie et tente de s'échapper entre des blocs de glace submergés. Mais le prédateur n'a pas besoin de manœuvres brusques. Il attend simplement le bon moment. Une simple fente latérale suffit à attraper sa victime. Les mâchoires se referment, transperçant les plumes, la chair et les os. L'orque ne l'avale pas. Elle remonte lentement à la surface où 2 autres orques plus petites l'attendent. L'un d'eux s'approche prudemment. L'adulte libère le pingouin qui flotte sur le dos. La jeune fille le prend avec son museau, le serre, le lâche, répète le geste. Finalement, après plusieurs minutes de manipulation, la proie est partagée entre les 3. C'est un exercice d'entraînement, un rituel transmis de génération en génération. Il n'y a ni plaisir, ni pitié. Juste une séquence d'actions qui, exécutées efficacement, garantissent la survie du groupe. La glace referme ses fissures. Le courant reprend son rythme normal. Et tandis que d'autres femelles répètent chaque jour le même voyage, sous la surface, le chasseur continue d'attendre. L'image de l'orque sous la glace, réduisant un pingouin à un peu plus qu'une turbulence blanche et rouge dans l'eau, n'est pas seulement l'expression d'un acte prédateur. C'est la preuve vivante que cet animal né de la lignée des mammifères terrestres a poussé ses capacités à la limite, perfectionnant son existence dans l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Les eaux antarctiques. Les orques qui peuplent cette région sont classés en écotype B ou B2, bien que certaines sources divisent ces populations de manière encore plus fine. Leur présence n'est pas une coïncidence. Ces créatures ne survivent pas simplement à des températures de moins 2 degrés Celsius. Elles les dominent. L'épaisse couche de graisse sous-cutanée qui entoure tout son corps, connue sous le nom de graisse, peut atteindre jusqu'à 10 cm d'épaisseur, agissant comme un isolant thermique efficace et une réserve d'énergie cruciale pendant les périodes où la nourriture est rare. Cette adaptation non seulement les maintient en vie, mais leur permet également de se déplacer avec agilité et de conserver leur énergie
lors de plongées prolongées sous la glace compacte. Comparés aux autres orques des latitudes plus tempérées, les individus de l'Antarctique ont tendance à être plus robustes. Ce schéma se répète chez plusieurs espèces polaires. Un volume corporel plus important pour réduire la perte de chaleur, comme l'établit la règle de Bergman. Certaines mesures indiquent des spécimens dépassant facilement les 8 mètres de longueur, avec un poids pouvant atteindre 7 tonnes et demie. Ces chiffres ne sont pas que des chiffres. Ils impliquent des muscles plus denses, une plus grande capacité pulmonaire et une puissance de nage capable de traverser les courants sous la glace, comme s'il s'agissait de simples rivières à la surface. La coloration est également adaptée à l'environnement. La surface ventrale, blanche et lumineuse, n'est pas un simple détail esthétique. Vue d'en bas, elles se fond dans la lumière, traversant les blocs de glace et la couche d'eau superficielle. Le noir de leur dos, quant à lui, les camoufle dans l'obscurité des profondeurs. Ce motif, contrastant, leur permet d'approcher leur proie sans être détectés, que ce soit par le dessus ou par le dessous, profitant ainsi de la faible visibilité de l'océan austral. Leurs nageoires pectorales, plus larges et plus musclées, fonctionnent comme des gouvernails courts et puissants, leur donnant une maniabilité précise entre les banquises mouvantes et les tunnels sous-marins formés par les icebergs. La nageoire dorsale, chez les femelles et les juvéniles, a tendance à être plus courbée et plus basse que chez les autres populations, probablement pour réduire la résistance thermique lors de l'exposition à l'air glacial et prévenir les engelures. Chaque courbure et chaque pli anatomique répondent à un besoin spécifique. Leurs méthodes de chasse ne suivent pas non plus un modèle unique. Pour chasser de petites proies insaisissables comme les manchots, ils font preuve d'une discrétion absolue, nageant en profondeur sans écolocation jusqu'à ce que la victime soit à leur portée visuelle. Ensuite, ils montent avec une accélération brutale, profitant de leur masse corporelle et de leur traction hydraulique pour réduire la distance en quelques secondes. Mais toutes les proies ne se limitent pas aux oiseaux de mer. Les phoques, en particulier les phoques de Weddell et les phoques crabiers, représentent une cible riche en calories. Beaucoup d'entre eux reposent sur des calottes glaciaires flottantes et, dans ces cas précis, les orques antarctiques s'organisent en groupes. Un ou deux d'entre eux se positionnent sous la banquise et nagent à grande vitesse, générant une onde de pression qui renverse la plateforme et projette le phoque dans l'eau. Si l'animal tente de revenir, les orques répètent la manœuvre ou attendent simplement que l'épuisement fasse son œuvre. Il arrive parfois qu'une orque se positionne à la surface, bloquant le chemin du retour, tandis qu'une autre attaque depuis l'angle opposé. Il existe des témoignages de ces orques n'hésitant pas à se propulser partiellement hors de l'eau, rampant sur des blocs de glace bas pour capturer des proies qui tentaient de s'échapper. Ce comportement extrêmement risqué, étant donné qu'il implique d'être bloqué même pendant quelques secondes, ne peut être réalisé que par une créature qui maîtrise parfaitement sa biomécanique et son environnement. Les difficultés sont cependant bien réelles. Dans certaines zones, la visibilité peut être quasi nulle pendant l'hiver austral. Les eaux gèlent, l'accès à l'oxygène est réduit et les distances à parcourir entre les zones d'alimentation et de reproduction deviennent plus dangereuses. Les proies migrent ou descendent à des profondeurs inaccessibles. Pour les jeunes, dont la couche de graisse et les poumons ne sont pas encore complètement développés, l'environnement peut être mortel. Les mères doivent constamment les accompagner, partager la chaleur corporelle et leur apprendre les voies de respiration sous la glace, en mémorisant les crevasses et les endroits sûrs. De plus, certaines chasses deviennent imprévisibles. Il arrive que des proies jaillissent de l'eau et atterrissent sur une banquise. L'orque peut battre en retraite ou pas. Dans certaines circonstances, ces animaux ont été observés en train de planer autour de la zone, attendant pendant de longues périodes. Mais cette attente n'est pas de la passivité, c'est du calcul. L'orque comprend que la glace n'est pas éternelle et que la résistance d'un phoque n'est pas infinie. Sous la surface, il tourne en rond, brisant à peine le calme de l'eau. Parfois, ça disparaît pendant quelques minutes, puis ça revient. Ça ne disparaît jamais complètement. Leur présence constante est un message. La sortie est une illusion. Le phoque, d'abord immobile, commence à s'agiter. Sa respiration s'accélère. La glace se fragmente lentement sous son propre poids, le soleil l'érode, le vent la déplace. L'orque ne fait rien, mais sa simple présence est épuisante. Au loin, sa nageoire fend la surface. La traque se transforme en pression.
parce que l'orque n'a pas besoin de se précipiter. Elle a appris à attendre. Cette patience n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. L'épuisement fait partie du plan. Et lorsque la proie décide finalement de s'échapper parce qu'elle n'a pas d'autre option, il est déjà trop tard. L'orque l'attendait. C'est à son tour d'agir. La glace s'étend comme une mosaïque de fragments flottants, brisés par le passage constant des marées. À l'extrémité sud de la planète, la côte de l'Antarctique se dissout dans un horizon blanc, où le ciel et la mer se fondent dans une seule palette de tons sourds. L'air est dense, sec, avec une température qui descend de plusieurs degrés en dessous de zéro. L'océan austral, profond et sombre, se déplace lentement sous un pont d'iceberg qui craque à chaque léger déplacement. Ici, le silence n'est pas total. Le vent siffle sans relâche et la glace se fracture en échos sourds. Sur l'une de ces banquises irrégulières, un petit groupe d'éléphants de mer du Sud, entre 4 et 5 individus, se repose dans la pâle lumière de midi. Ces grands mammifères marins, caractéristiques des latitudes méridionales, s'adaptent à la glace grâce à leur fourrure épaisse et leur corps volumineux qui retient efficacement la chaleur. L'une d'elles, une femelle adulte, repose au bord de la banquise. Son corps suit les contours de la glace, immobile après une journée de plongée profonde à la recherche de poissons, céphalopodes et autres invertébrés qui abondent sous ces eaux froides. Le groupe est détendu. Certains adultes ronflent doucement, d'autres cligtent à peine des yeux. Un bébé roule à côté de sa mère, glissant maladroitement sur la couche de glace. La glace semble stable et, l'espace d'un instant, les environs lui offrent un refuge. Mais le calme n'est qu'un état temporaire dans ces eaux. Une vague, plus raide que les précédentes, heurte la base de l'iceberg. C'est presque imperceptible, mais un éléphant de mer, sensible au changement, tourne légèrement la tête. Il n'y a aucun danger apparent. La mer reste calme, les nuages restent immobiles. Une minute plus tard, quelque chose de différent se produit. L'iceberg tremble. Non pas à cause du vent, mais d'en bas. Un bruit de bouillonnement se fait entendre près du côté opposé et une longue ombre apparaît sous la surface. Aucun bruit, aucune éclaboussure. Juste le mouvement silencieux d'une forme qui fend l'eau avec efficacité. Sous la glace, un groupe d'orques tourne autour de l'iceberg, se déplaçant avec une précision presque mathématique. Il y a entre 5 et 6 individus avec un schéma coordonné. Ils n'émettent aucune vocalisation, aucun signal acoustique ne trahit leur présence. Leurs yeux sont fixés sur l'éléphant de mer qui se repose au bord. Une orque se détache du groupe. Elle recule de plusieurs mètres et prend de la vitesse. Arrivée au bon endroit, elle brise la surface à quelques centimètres de la glace, sans la toucher. Le déplacement de son corps génère une onde puissante qui impacte directement la base de l'iceberg. La glace vibre et s'incline. Le bébé éléphant de mer glisse mais parvient à arrêter sa chute. La femelle se tend mais ne fuit pas. L'eau, pour l'instant, semble une menace encore plus dangereuse que la glace instable. Les orques répètent le mouvement. Cette fois, 2 d'entre eux le font à l'unisson. Le coup est plus fort, l'inclinaison plus prononcée. La femelle adulte est incapable de garder l'équilibre. Son corps, encore humide, perd pied. Elle tente de s'accrocher mais glisse vers le bord et tombe dans l'eau avec un brusque éclaboussement. Aussitôt, 2 orques l'interceptent dans sa chute. L'une d'elles lui fracasse le flanc avec son museau, la faisant se tordre involontairement. L'éléphant de mer tourne dans l'eau, stupéfait. Il tente de plonger, mais un 3e surgit d'en bas et bloque sa retraite. Le cercle se referme. La proie se retourne, cherchant une issue, mais chaque tentative est déjouée avec précision. L'une mord à la base de la queue, tandis qu'une autre se positionne devant elle. La manœuvre est claire, désorientation et épuisement. Dans un ultime effort, l'éléphant de mer s'éloigne du groupe loin de la glace. Mais la fuite est illusoire. Sur le flanc, un orque accélère et percute violemment le flanc de l'éléphant de mer, le poussant à la surface. Là, un autre l'intercepte par le cou. Il n'y a pas de sang visible. La pression est suffisante pour le maintenir immobile, submergé, jusqu'à l'arrêt du mouvement. Alors le corps flotte, inerte. Les orques ne se jettent pas sur la carcasse. Elles tournent autour d'elle comme pour l'inspecter. L'une d'elles s'approche lentement, ouvre son museau et avec une morsure latérale, il déchire la région abdominale. D'autres se nourrissent à tour de rôle. Le processus est impeccable. Ils retirent soigneusement les couches de graisse. Certains préfèrent la langue.
Le casting est méthodique, comme si chacun savait quelle section prendre. L'iceberg, quant à lui, s'est stabilisé. Les autres éléphants de mer ont fui ou se sont cachés parmi les rochers avoisinants. L'eau a retrouvé son état initial, silencieuse, dense, apparemment calme. Mais elle n'est plus calme, des débris flottent à la surface et une tension persiste dans les courants froids. Après avoir consommé les parties désirées, le groupe d'orques se réorganise. Certains plongent dans la direction opposée. D'autres restent un moment de plus, observant leur environnement. Puis ils disparaissent sous la glace comme s'ils n'avaient jamais été là. Les eaux profondes de l'Antarctique sont froides, denses et sombres. Sous les glaces flottantes, où la lumière du soleil pénètre à peine, l'océan plonge dans une obscurité perpétuelle. La pression est extrême, et la température oscille juste au-dessus de zéro, mettant à rude épreuve toute vie. Dans cet environnement inhospitalier, un petit groupe d'orques avance avec une précision silencieuse. 5 d'entre elles se déplacent dans les courants glacés tout en scrutant leur environnement grâce à l'écholocation, à la recherche de proies. Mais ce que leurs signaux renvoient maintenant n'est pas un banc de poissons ni un éléphant de mer. C'est une silhouette de plus de 10 mètres de long, longue, nerveuse, aux mouvements lents et enveloppants. De l'ombre de l'arrière-plan émerge la silhouette incurvée d'un calmar géant. Sa forme n'est ni solide ni prévisible. Elle se déplace comme de la fumée sous pression, avec des tentacules qui effleurent la colonne de bulles laissée par les orques. L'un d'eux, plus jeune, s'approche trop près. Un tentacule surgit d'en dessous et s'enroule rapidement autour de sa nageoire dorsale. La tension est immédiate. Le reste du groupe réagit instantanément. Les orques s'organisent. Elles attaquent par rafales, évitant les tentacules les plus longs et visant le corps central du céphalopode. Le calmar se défend vigoureusement. Son bec, dissimulé parmi ses ventouses, mord rapidement. Ces ventouses sont dotées d'anneaux chitineux munis de crochets capables de déchirer facilement la peau. Ce n'est pas une proie courante et le risque est trop élevé par rapport à ce qu'ils peuvent attraper. Après plusieurs minutes de tension, de manœuvres défensives et d'attaques qui n'atteignent pas leur objectif, les orques se regroupent. Le calmar commence à redescendre, disparaissant dans l'ombre. Le groupe choisit de battre en retraite. Ce n'est pas une reddition, c'est une décision calculée. Économiser son énergie, éviter les blessures, survivre. Dans la vie d'une orque, chaque confrontation est un équilibre constant entre risque et récompense. La proie ne vaut pas toujours le risque. À d'autres moments, le risque prend des formes plus familières. Dans les zones marginales du plateau antarctique, où les eaux commencent à se réchauffer, la présence de grands requins blancs est occasionnelle. Ce ne sont pas des ennemis directs, mais des concurrents pour les phoques et autres mammifères marins. Les grands requins blancs attaquent par en dessous, d'un seul coup, tandis que les orques s'appuient sur le travail d'équipe. Les deux espèces se perçoivent mutuellement comme une menace et préfèrent éviter toute confrontation directe. La compétition est silencieuse mais constante. Les cachalots, en revanche, représentent un défi d'un tout autre genre. Dans les eaux profondes, où ils se nourrissent de calmars, ils rencontrent parfois des orques. Leur taille, qui peut être 3 fois supérieure à celle d'une orque, et leur force, notamment au niveau de la queue, en font des proies difficiles. Si une orque s'approche trop près, le cachalot peut plonger brusquement, donner des coups de queue, voire former un cercle défensif avec les autres membres du groupe. Les orques, surtout celles qui ont des baleineaux, évitent à tout prix ce genre de rencontre. Mais aucune menace n'est aussi constante que l'environnement lui-même. Les tempêtes antarctiques ne se manifestent pas avec subtilité. Le vent se transforme en un mur invisible, soulevant la neige comme des aiguilles, et la banquise se fissure comme si elle se fendait de l'intérieur. Les vagues, poussées par des rafales dépassant les 100 km/h, deviennent imprévisibles. Habitués à chasser en surface et à plonger en parfaite synchronisation, les orques doivent adapter leur stratégie pour survivre à ces conditions extrêmes. La visibilité est réduite à presque zéro et un groupe désorganisé peut se disperser rapidement. Pour les baleineaux, cette séparation représente un danger immédiat. À cela s'ajoute le mouvement constant des blocs de glace. Un canal peut se fermer en quelques minutes si 2 masses de glace changent de direction. Être coincé entre des plaques en mouvement signifie être immobilisé, sans possibilité de s'échapper. Bien qu'il puisse plonger, l'espace entre les icebergs ne permet pas toujours de larges manœuvres.
Les orques doivent mesurer chaque mouvement et calculer précisément la direction du courant pour éviter d'être isolés ou poussés dans des eaux sans issue. La température de l'eau, qui peut descendre jusqu'à -1,8 degrés Celsius, n'est pas non plus inoffensive. Bien que la graisse corporelle des orques agisse comme un isolant, une exposition excessive lors de poursuites prolongées ou le fait d'être pris dans un courant trop froid peut affecter leurs muscles, leur oxygénation et leur réactivité. Dans ces eaux, même un super prédateur doit réguler soigneusement son énergie. À ces menaces naturelles s'ajoute la présence humaine. Bien que les contacts entre orques et humains soient rares dans ces régions aux climats extrêmes, les conséquences de la pêche industrielle affectent leur équilibre. Les chaluts, qui s'étendent sur des centaines de mètres, peuvent présenter un risque d'enchevêtrement pour les spécimens jeunes ou désorientés. De plus, l'extraction massive de poissons dans les eaux subantarctiques peut réduire la disponibilité de nourriture, forçant les orques à nager sur de plus grandes distances ou à prendre des risques inutiles dans leurs recherches. Au cours des décennies précédentes, des méthodes directes étaient même utilisées. Harpons, pièges appâtés ou filets intentionnels pour capturer des individus. Bien que ces pratiques aient diminué, leurs effets sont encore visibles dans certaines régions. Mais ce n'est pas tout. Cette sous-espèce d'orque est confrontée à l'un des risques les plus dangereux du pôle Sud, l'échouage accidentel. Lors d'une poursuite, une orque peut s'approcher trop près du rivage ou d'une banquise flottante. Si la pente du fond est faible ou si la glace s'enfonce légèrement sous son poids, l'animal risque de se retrouver piégé. La respiration devient difficile. Les manœuvres pour se libérer requièrent force et précision. Parfois, d'autres orques du groupe s'approchent, poussent avec leur corps, voire émettent des vocalises à des fréquences spécifiques. Mais le succès n'est pas toujours garanti. Rien n'est facile dans cet environnement, même pour une orque. Alors que les eaux de l'Antarctique retrouvent leur silence après chaque effort, chaque fuite ou chaque collision, ces créatures sophistiquées continuent de naviguer sur un territoire qui, bien qu'intimement familier, ne leur offre jamais aucune garantie. Les orques représentent le summum de l'évolution dans le règne marin, un prédateur qui domine non seulement par sa force brute, mais aussi par la complexité et la précision dont il fait preuve dans tous les aspects de sa vie. Son succès ne réside pas dans un seul attribut, mais dans la somme de traits que la nature a perfectionnés au cours de millions d'années, lui permettant de dominer les divers écosystèmes océaniques qu'elle habite. Ces animaux prospèrent dans une étonnante variété d'environnements. Des eaux tropicales chaudes aux mers tempérées, en passant par les étendues glaciales de l'Antarctique, les orques ont trouvé des moyens de s'adapter et de prospérer. Chacun de ces habitats nécessite des réponses spécifiques, qui se manifestent par des différences marquées entre leurs écotypes et leurs comportements. Leurs proies sont aussi diversifiées que leurs habitats. Des bancs de poissons qui peuplent les eaux plus chaudes aux grands mammifères marins, dont les phoques, les dauphins et les jeunes baleines, l'orque est un prédateur généraliste capable d'attaquer toute créature qui se trouve sur son chemin. Dans certaines régions, il a même été documenté en train de vaincre de grands requins blancs, un adversaire redoutable par excellence lors d'affrontements directs. Leur capacité à chasser de manière coordonnée, en adaptant leur technique en fonction de l'objectif et du terrain, reflète un niveau d'intelligence et d'organisation que peu d'espèces peuvent égaler. L'interaction entre vitesse, force et ruse se traduit par une suprématie implacable dans l'océan, faisant d'eux le prédateur suprême sans véritable concurrent capable de déplacer leur domination. La force physique à elle seule n'explique pas leur succès. La peau aux motifs contrastés qui camouflent les jeux d'ombre et de lumière en mer, le développement de stratégies sociales et de communication sophistiquées et l'étonnante adaptation physiologique à divers climats extrêmes démontrent que l'orque est le fruit d'un processus évolutif complexe et multiforme. Ce domaine s'étend des eaux chaudes et intermédiaires aux eaux les plus froides et hostiles, où la vie elle-même est un combat permanent. Dans chacun de ces environnements, les orques ont réussi à adapter leur comportement et leur structure sociale pour rester les maîtres incontestés des mers. La variabilité de la taille, des techniques de chasse et des préférences alimentaires des différents écotypes démontre qu'il n'existe pas de formule unique, mais plutôt une gamme de solutions adaptatives répondant aux conditions spécifiques et aux défis locaux. Cela accroît leur capacité de survie et réduit la compétition interne. Le succès des orques est, en fin de compte,
la somme de ces facteurs, une combinaison d'intelligence, de force, d'adaptation environnementale et d'une organisation sociale complexe qu'aucune autre espèce marine n'a été capable d'égaler. Ainsi, les orques continuaient de régner sur les océans, témoignage vivant du fait que dans la nature, la domination n'est pas seulement une question de taille ou de férocité, mais plutôt une perfection intégrée qui permet la permanence et le contrôle efficace du territoire. Dans un monde où la vie marine est en constante évolution, l'orque reste un symbole d'évolution efficace, une créature qui, avec discrétion et puissance, assure sa place au sommet de la chaîne alimentaire.